Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Celui qui va nous révéler aujourd'hui le visage inattendu de sa personnalité est le présentateur vedette de TF1. Il est également le grec de service qu'on renvoie dans son pays d'origine à la moindre élection qui passe. Il est également celui qui va prendre un avion à la dernière minute avec toute sa fatigue et les nuits blanches pour pouvoir nous rejoindre pour cette émission. Et pour cela, je le remercie vraiment infiniment. Nikos Aliagas, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça va, vous marquez pas trop la fatigue alors que vous rentrez des élections grecques là? Maquillage. Une bonne énergie. Quand on est dans une bonne énergie, il faut essayer de la partager. On est drôlement content de vous avoir Moi aussi, je suis content. sur KTO, dans VIP. Je vais prendre le temps avec vous. On a trouvé beaucoup de points communs. Vous sortez un livre que vous dédiez à votre petite Agathe qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui n'est pas du tout le genre de livre qu'on aurait pu attendre d'un présentateur vedette de TF1. Moi, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Ça s'appelle « Ce que j'aimerais te dire ». C'est aux éditions Nil. Et ce livre est tellement décalé par rapport à ce qu'on attendait de vous que moi, ça m'a tout de suite interpellée. C'est pour ça voilà, qu'on vous a lancé l'invitation en se disant mais c'est qu'il n'est pas lisse, ce garçon, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Futile, c'est vrai que paillettes, etc. Vous en avez entendu beaucoup? Oui, tout le temps. C'est la première question que me posent les journalistes. Et je suis assez étonné parce qu'en même temps, j'en apprends aussi sur le regard qu'ont certaines personnes de moi, ou la perception, en tout cas, de mon métier. Et c'est assez drôle parce que même les libraires ne savaient pas trop où le mettre. S'ils devaient le mettre en people. Ouais, en people. C'est pas un bouquin people. S'ils devaient le mettre en société, en psycho, en sagesse grecque. Mais c'est un peu le problème de ma vie, ça. Je suis incasable, donc c'est difficile à rentrer dans une case puisque j'ai plein d'étiquettes ou on m'en colle plein en tout cas. Il faut juste proposer. C'est vrai que ce bouquin était important pour moi. Parce que c'est un bouquin d'introspection et puis de partage et de transmission. Voilà. Vous parlez de 3 mots importants, introspection, partage, transmission. Ce sont des mots que nous allons évoquer avec notre invité. J'en parle maintenant parce qu'on voit que le plateau est envahi de sculptures. Il s'agit de Françoise Bissara-Frérot, qui est donc sculptrice de son état, mais qui fait également des tableaux et des vitraux, qui est grecque également d'origine. Et elle a beaucoup de choses à vous dire par rapport à votre livre. Donc on la retrouvera, Françoise, en deuxième partie d'émission. C'est vrai que ce que vous avez voulu dire, c'est spécifiquement à Agathe, votre fils. C'est un peu un livre témoignage qui se serait fait même s'il n'avait pas été publié, parce qu'on sent la transmission d'un père à sa fille sur une culture spécifique qui est la culture et la sagesse grecque. Et on sent que ça sort des tripes, hein, franchement. Oui, parce que ça fait partie de l'ADN. Parce que moi-même, je l'ai hérité de mes parents, de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents aussi. Et parce que ça fait partie, encore une fois, de la boussole qui régit mes choix de vie. Visible ou invisible. C'est-à-dire qu'il y a effectivement mon métier qui fait qu'aujourd'hui je suis aussi là et on peut parler parce qu'on me prête une notoriété à travers on va dire, l'artisan que je suis, soit en tant que journaliste, soit en tant qu'animateur, mais en même temps, il y a ce que j'étais ou ce que nous étions dans la famille avant moi. Donc c'est ça que je voulais expliquer à ma fille. C'est que tu es le fruit d'une chaîne humaine et d'ADN de personnes qui ont essayé et qui sont parties, mais qui ont essayé de dire quelque chose et de comprendre aussi quelque chose dans ton passage, dans ton époque. Je suis un témoin aussi de ma vie, donc j'essaie de lui dire voilà ce que j'ai essayé de faire, et puis si un jour je suis un bon père, tant mieux, mais puis si j'y arrive pas et que tu as besoin de moi, ben voilà ce que j'aurais voulu te dire, au fond. Ce qui est drôle, c'est on a l'impression qu'il y a 2 mondes antinomiques, c'est-à-dire le monde de la télé, qu'on peut penser superficiel, qu'on connaît bien tous les deux, peut-être pas exactement de la même manière, mais et qui peut avoir des côtés extrêmement superficiels et violents. Puis la sagesse grecque. Et alors Jean-Christophe Ruffin, qui signe la préface, c'est drôlement classe. Hein, c'est pas un coup, hein, parce que les gens... Ruffin de l'Académie française, non, il a l'air de bien vous connaître. Oui, comment t'as fait? Je lui ai demandé, juste, il a lu le livre, et puis il l'a fait. Et alors, cette première phrase, comme quoi il vous a capté, hein. Nikos Aliagas, c'est Diogène, et son tonneau s'appelle la télévision. Et ce n'est pas une plaisanterie. C'est à la fois flatteur, et en même temps, ça place la barre haut, non? Oui, et puis en même temps, ça m'oblige à aller au fond des choses, et ne pas tricher. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouquin de pause, on va dire. Quand tu es venue au monde, ma fille, c'était très difficile de trouver le bon ton, j'ai mis du temps. Nathalie Le Breton m'a aidé et la maison d'édition. Ah, Nathalie Le Breton, la chroniqueuse des maternelles? Oui, parce qu'elle a aussi fait la préface. C'était ma directrice de collection. Et c'est comme ça que s'était faite la rencontre, en fait. Je la connais depuis 20 ans, 25 ans même. C'est la femme d'un de mes meilleurs amis. Et à chaque fois, dans la démarche, je n'avais pas le ton. Je disais, mais est-ce que je mets le jeu qui parle? Est-ce que c'est le mec de la télé? En sachant qu'il observait, regardait. Il me dit, non,
c'est le fils d'Andreas et de Jarula qui parle à Agathe et qui parle à Tina aussi. Est-ce que tu peux le faire comme ça? Tina, c'est votre épouse. Voilà, donc c'était une démarche difficile, mais une fois que c'était lancé, voilà, et puis les gens se sentaient concernés parce que j'ai écrit ce livre effectivement pour ma fille, mais c'est aussi pour tous les autres. Tous ceux qui ont une démarche de transmission, et puis tous ceux qui se posent aussi des questions, d'où je viens, je ne suis pas comme les autres, est-ce que je peux y arriver, à quel moment je sais que c'est mon moment dans la vie, comment accepter l'absence, l'échec, la séparation, la mort. Moi, on ne m'a pas dit, je n'avais pas une oreillette dans ma famille qui me disait tu vas à gauche, à droite, mais j'ai observé, j'étais une éponge. J'étais moi-même dans une double culture, donc pas facile de trouver ta place. La télé, alors, pour en revenir à la télé, à la futilité de la télé hypothétique. On peut vivre des belles aventures en télé. C'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis un artisan, je suis un technicien. Le showbiz, c'est d'abord un business, hein, c'est une industrie avant d'être le showbiz et des paillettes. Parce qu'une fois que l'émission est terminée, les paillettes, tu les enlèves et tu rentres chez toi, tu te démaquilles. Alors, soit tu es dupe et tu te fais avoir et tu continues à vivre la nuit, à être dans la futilité. Vous avez une période comme ça ? Je l'ai eu avant d'être célèbre, une période de solitaire, quand j'étais journaliste, de terrain et politique et plus baroudeur, où c'était difficile de passer de l'intensité d'un reportage où tu es là, oui, nous sommes ici, et puis ensuite rentrer chez toi avec ta valise et tu avais juste envie de repartir. Mais j'étais jeune. Quand la grande notoriété est arrivée, j'étais pas dupe, j'ai pas compris, mais ce qui était intéressant, c'est que je les observais plus. Et je croyais, je pensais les connaître plus qu'eux me connaissaient. Parce qu'eux, ils voyaient juste le mec de la télé, le mec qui faisait la Starac ou Bravo, le Tapé 1, ce que tu veux, etc. The Voice, ouais. Voilà, la simplification du message télévisuel. Et moi, je pouvais observer leur façon de me regarder. Mais eux ne voyaient pas que je les observais. Donc ça m'a aidé. Et là, la Grèce, effectivement, avec ses valeurs, et je ne parle pas de la Grèce nécessairement antique, mais c'est aussi la tradition orale, familiale, mes parents, mes grands-parents, la religion aussi, même si j'en parle pas. Je ne parle pas de dogme. Oui, vous avez choisi de ne pas parler de religion, alors que pourtant c'est quelque chose d'important qui est très important dans ma vie. Dans votre vie. Ça prend quelle place? C'est très important et en même temps... Orthodoxe, hein. Voilà, je suis chrétien, je suis orthodoxe, on ne m'a pas demandé, mais j'ai découvert en chemin. Vous avez découvert la richesse de cette religion? Oui, et grâce à celle-ci, les autres aussi religions. Quand tu crois en un Dieu, tu ne peux pas nier les autres, par principe. C'est une démarche. Moi, je suis rassuré quand je vois un chrétien catholique ou protestant, ou un musulman, un juif, quelqu'un qui a une démarche. J'essaie de la comprendre. Et finalement, on a tous le même Dieu. C'est notre expression qui est différente. On a la tous façon de le rejoindre. le même doute. C'est l'échelle qui est différente. Hein, c'est une ascèse, une spiritualité, un doute. C'est parce que je doute profondément que j'essaie de comprendre. Et le mot comprendre est tronqué, parce que dans comprendre, il y a prendre. Tu ne prends pas Dieu. J'essaie de communier avec quelque chose, donc avec moi-même déjà, avec ce qu'il y a au fond. Bon, on va pas parler de Dieu pendant des heures, mais oui, j'ai une foi tranquille. On va dire, j'ai une foi tranquille. Et un mysticisme aussi qui fait partie de la tradition familiale. Il y a un mot très très important qui vient très vite dans votre livre, un mot grec, et Dieu sait que le mot et le langage d'ailleurs fait partie de votre réflexion, c'est le mot kairos. Oui. Je le dis sans doute très mal, mais très bien. On aura reconnu, kairos, qui signifie l'instant, le moment. Enfin, comment vous donneriez quelle définition Alors, exactement? Ça peut être l'instant précis où ta vie bascule, c'est ton moment peut-être. Kairos en grec, ça veut dire le temps. Aujourd'hui en grec moderne. Mais étymologiquement, c'était un dieu dans l'Antiquité qui n'avait pas beaucoup de cheveux, si ce n'est une longue mèche comme ça, et qui passait devant toi. On est dans le païen, là, je ne suis pas du tout dans le christianisme. Et à ce moment-là, si tu étais suffisamment dans l'intuition, dans l'instinct, et tu décidais d'attraper ses cheveux comme ça par de saisir l'occasion, voilà, de la regarder, puis de la laisser repartir, parce que la chance, c'est comme la victoire, elle ne t'appartient pas, elle te touche, elle s'en va. Alors à ce moment-là, tu pouvais peut-être être dans une transgression, on va dire, verticale, parce que le temps, il est linéaire, hein, il est horizontal, alors que le kéros, ce Dieu qui arrive, c'est ton temps. Tu sors, tu dis, j'essaie de m'accrocher à quelque chose. À quel moment vous avez l'impression de l'avoir saisi, justement, cette chance, ce temps? Ouais. Très tôt. Peut-être parce que je connaissais mes limites et que je voulais instinctivement les surpasser. Très tôt, dès l'école, je n'avais pas peur de me lever et de dire « Moi, madame,
Mais pas en mode Fayot où je veux montrer, genre, je veux essayer, parce que la vie est courte. Et je l'ai su très tôt, ça. J'ai su très tôt l'épreuve de la vie, l'épreuve de... Voilà, j'ai passé du temps dans les hôpitaux, j'avais un souci de santé comme des millions d'autres gamins. Mais ça m'a aidé à ne pas laisser passer le temps, à ne pas rester dans une passivité, c'est genre, oui, mais la vie, non. C'est ce qui fait que vous êtes si proche de la mort, que ce n'est pas un sujet qui vous bloque, que c'est un sujet dont vous vous sentez proche, mais de manière familière, voilà, ni tabou. C'est pas tabou et c'est pas morbide non plus. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, j'ai appris la mort d'un ami qui était Demis Roussos, le fameux chanteur. J'étais affecté, j'ai pleuré, mais et en même temps, je ferai tout pour être là le jour de son passage, pour prier, pour que son âme soit en paix. Et voilà, donc la mort fait partie de notre aventure familiale, parce que mon grand-père lavait les corps, mais à la fois dans une tradition païenne et chrétienne. Laver les corps et accompagner les âmes, vous voulez dire. Les psychopompes. Alors j'en ai parlé dans une interview, je l'ai revu sur le papier dans un magazine. Oui, ça sort de partout, cette histoire. Oui, et c'est ridicule parce que ça devient anecdotique. Ouais. Alors que pour moi, c'est aussi important que de faire une émission de télé, voire encore plus important, mais pour moi, ça fait partie du même monde. Hein, je ne suis pas fou, je ne vois pas d'ovni. Sauf que dès que tu en parles et dès que tu imprimes sur le papier ou sur Internet, sur les sites, je lisais, ça me fait marrer sur un site qui disait la passion cachée, un peu morbide. Oui, je l'ai vu, cet article-là. C'est que si l'Occident cache la mort, la mort revient d'un coup, parfois de façon violente, comme nous l'avons vécu, avec d'autres paramètres, et on ne comprend pas. Il faut l'accepter pour vivre. C'est parce que nous allons mourir qu'il faut que nous honorions notre vie. Sinon, c'est c'est la vie. Ouais, voilà, il a vécu. Voilà, on va tous passer, on va tous mourir. C'est pas grave dans l'absolu. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli avant ce moment-là, vous, d'important ? Être parti suffisamment digne et pas indigne. Alors, la dignité est relative. N'y voyez pas une notion manichéenne du bien et du mal ou une notion morale. La moralité elle-même, selon les temps et les époques, est relative. Il ne faut pas oublier qu'on a brûlé des gens pour pas grand-chose parce que c'était une histoire de morale. On a fait aussi nos erreurs. Et regardez aujourd'hui, quand on parle de morale, et je ne parle pas d'éthique. Moi, la morale, je m'en méfie. L'éthique, je la salue. L'éthique est reliée à la dignité, à ta liberté, à ton humanisme. Tu as le droit de perdre, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de ne pas être un ange sur Terre, mais tu as surtout le droit de garder ta dignité dans toutes les circonstances, même quand tu es dans une autre dimension et quand tu franchis la ligne. Est-ce que le fait d'être un enfant d'immigration a forcément marqué votre vie, mais vous a peut-être fait même grandir plus vite que d'autres? Qu'est-ce que ça vous a appris réellement? Chez nous, il n'y a pas de vacances. Ah bon? Non. L'été, c'était pas des vacances, c'était le retour au pays pour mon père. Dans la bagnole, tous, on partait. Ça m'a appris à ne pas perdre mon temps, vraisemblablement. Il n'y avait pas de loisirs à la con, à la maison, de style oui, non, mais... Non, on travaille. Il n'y a pas de grasse matinée. Parfois, je passe dans des quartiers où je travaillais avec mes parents, dans le Sentier, par exemple. Et puis quelqu'un me disait mais c'est dur, toi, tu es dans la vie, tu es à la télé, showbiz. Je dis mais attendez... Si vous saviez le nombre de jupes culottes que j'ai livrées ici, à la rue Cléry, avec mon père, et dimanche matin, parce qu'il n'y avait pas de pervenche, et j'attendais dans la voiture, et je monte des 4 étages avec des milliers de jupes culottes. Si vous saviez les nuits, et encore une fois, je ne me plains pas, je suis fier de l'avoir fait, c'est grâce à ça que je me suis constitué aussi en tant qu'homme. Le nombre de boutons pression que je mettais, des nuits, moi, je n'avais pas de week-end, je ne partais pas au ski avec les uns et les autres. Je ne suis pas Cosette, attention, parce que quand on parle aujourd'hui, ça fait genre, mais oui, mais ça va, on va pleurer pour toi. Non, mais ça m'a appris à ne pas me plaindre, à avancer toujours et à travailler. Donc je ne sais pas si le travail est la seule valeur qui fonde et qui construit un être humain. Mais en tout cas, elle a été importante pour moi, le travail. Cette immigration, elle nous a appris que rien n'était acquis, mais qu'on avait le droit de rêver. Et qu'on avait le droit, dans une république et dans une démocratie comme la France, de tenter sa chance. Mais pour que le pays nous aime, nous devions l'aimer et le respecter. Et en comprendre les codes. L'intégration républicaine, elle s'est passée pour moi tranquillement, mais je suis issu de la même intégration républicaine que les autres. Et même quand c'était difficile,
Quand on me fermait une porte, je passais par la fenêtre. Il ressemblait à quoi le petit Nikos de 7 ans? Il avait quel caractère? À la fois timide, pas timide, réservé, par moments, parlait pas, observait, je prenais des photos comme ça. Ah déjà? Ouais. Ah, parce sans que la appareil. photo, ça vous tient. Mais ça. je me souviens, sans appareil. Et ma mère disait, mais il est fou ce gamin. Je faisais, sans appareil. Voilà. Je faisais la photo, j'observais les gens et j'avais une mémoire terrible. C'est-à-dire que je me souvenais de tout, des parfums. J'arrivais dans une salle et les rues, en voiture, je disais, oui, mais nous sommes passés tel jour ici devant cette rue. J'observais, j'enregistrais tout. Et en même temps, je pouvais aussi être bagarreur. C'est-à-dire qu'un peu dans une dualité intéressante. C'est-à-dire que je pouvais être celui qui faisait des bêtises et en même temps très réservé. Donc un peu, parce que finalement, ce que je suis aussi devenu, c'est pouvoir être dans la vie et faire « bonsoir, ça va ?» et en même temps partir dans une introspection et être plus inquiet et plus réfléchi, voilà. Quand on a il y a une certaine complexité chez vous, oui. en même temps qu'une grande cohérence. Qu'est-ce qu'un personnage comme ça peut amener à des émissions très, très produites, comme la Starac, comme The Voice? Qu'est-ce que vous essayez de ramener de vous dans ces émissions-là? C'est très difficile de dire « j'ai laissé quelque chose », parce que de toute manière, par principe, tu ne laisseras rien, puisque tout n'est pas vain, mais tout est de passage à la télévision. Et peut-être, si tu as un peu de chance, un jour, dans des chaînes numériques de l'avenir, tu seras dans la catégorie rétro début du XXIe siècle. Voilà. Et encore. Mais il ne faut pas penser à ça quand tu fais ton métier. Moi, ce que j'essaie de faire, dans l'ombre peut-être, ça ne se verra pas, c'est on parlait de dignité tout à l'heure, de ne pas être indigne. Même quand tu présentes quelque chose de mercantile, où la règle du jeu est claire, la preuve, les gens regardent, de ne pas te mentir à toi-même déjà. Et ne pas te prendre pour un autre. Donc de ne pas vivre avec ton alias, la projection de ce que tu crois être devenu, alors que ça ne t'appartient pas. Donc le dire déjà aux jeunes qui viennent dans les émissions, qu'ils ne soient pas dupes, qu'ils ne soient pas cyniques non plus. Leur dire que j'ai eu aussi ma période d'apprenti sorcier, la Starac, j'étais là, je faisais ma galipette, etc. Mais leur dire que c'est qu'un métier au fond. Et que quand la lumière s'éteint, clac, quand tu sors, quand tu te démaquilles, la vie continue. Et le sens de ta vie, ce n'est pas d'être aimé de tous et d'être dans une pose et une posture de... Oui, alors, il y avait un baratin d'attaché de presse, tout. Les gens ne sont pas dupes, ils le sentent aussi. Ils se sentent. Eh ben, c'est exactement ça, parce que moi, pour vous suivre depuis des années, depuis Union Libre, pour être clair, avec Union Libre, Christine Bravo, France 2, on est en quelle année 98. 98, donc oui, ça fait un moment que je vous suis. Je vous ai vu sacrément évoluer, et vous voyez, au moment d'enregistrer cette émission, il y a la saison de The Voice, qu'on ne rate absolument pas avec les enfants, sinon je me fais décapiter, mais que je prends beaucoup de plaisir à regarder. Et ce que j'ai noté, je me dis, mais c'est fou, parce qu'il accompagne... vous avez une façon d'accompagner les candidats dans la déception de ne pas être pris ou dans la joie d'être pris. Hein. Eh ben, il y a une sincérité que, très honnêtement, je ne voyais pas sur d'autres émissions avant, il y a quelques années. Comme s'il y a quelque chose en vous qui s'était... je ne sais pas si c'est libéré ou vous avez retrouvé. Ou... Il faut du temps à la télé. Emmanuel, il faut du temps à la télé. Au départ, on veut être... Non, au départ, on veut avoir, éprouver. Ah, il faut passer de l'avoir à l'être. C'est exactement ça. Tu arrives à la télé, tu veux montrer que tu sais faire. Ouais. C'est normal. J'étais pas du sérail. Je ne le suis pas d'ailleurs. Oui, parce que je ne sais pas si les gens savent tous que... J'ai pas été pistonné. On a affaire à un journaliste de terrain. Il y a eu plus. le 20h en Grèce, il y a eu Euronews. Avant, Euronews, j'étais reporter. Il y a même eu Radio Notre-Dame, j'ai découvert ça juste avant l'émission. Je faisais la matinale en 91, 90, 91, j'ai eu ma carte de presse grâce aux piges que j'avais sur Radio Notre-Dame avec le cardinal de Stiger. Donc au départ, effectivement, tu veux montrer que tu sais. Je regarde les stars avec les premières. Je me suis retrouvé là par hasard, moi. J'étais venu pour autre chose, pour faire du journalisme. Personne ne voulait faire cette émission. Puis mon instinct, mon kéros me dit vas-y. Je suis allé. Ouais, c'était terrible. J'ai pris cher au départ. Tu avais toute une machine à broyer qui essayait de me bouffoniser. Et là, il faut tenir. Faut tenir. Parce que soit tu te plains, tu te dis mais oui, mais attendez, moi je suis journaliste. Non, tu dis ok, tu voulais jouer, joue maintenant. Fais ton numéro de claquette. Alors, il y a eu des périodes où j'étais plus maladroit que d'autres dans la présentation. Bonsoir, ça va? Ouais. Et avec le temps, tu apprends. Et en fait, quand tu regardes les messieurs, les professionnels de la télévision qui ont 50 ans de métier, comme
Drucker, que j'admire, ils ont réussi à garder la substance de leur métier et non pas le paraître. Michel, il s'assoit, il pose une question, mais il est comme dans la vie, il est devant la caméra. Mais il faut du temps pour ça. Qu'est-ce que c'est dur d'être simple? Parce qu'on a tous envie de prouver. Mais il faut être non pas trop sûr de toi, il faut être bien avec toi. Il faut être aligné, en fait, avec tes peurs, tes doutes, tes joies. Et quand je suis dans The Voice et que je vois les gens, je prends tellement de vibrations que je crois qu'ils coupent pas mal au montage, je chiale tout le temps. Parce que ça va devenir ridicule à la fin. Je chiale quand je vois la pauvre maman, mais rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. La pauvre maman qui arrive, qui vient, qui parle comme ça, parce que je vois la mienne, je vois toutes les autres mamans du monde, qui arrive avec sa fille qui est là, qui a fait son piercing, qui chante, qui veut devenir star, et la pauvre maman, tu comprends rien, qui fait yeah, allez, retournez-vous. Je viens de ce monde. Je viens, entre guillemets, des petites gens qui, pour moi, sont les grandes personnes. Parce que c'est grâce à ce public, à notre public, que nous existons aussi. Et ma mère, mon père, les gens de mon quartier, les parents de mes amis, sont ces gens-là. Ils ne sont pas venus des salons. Et donc, je suis ému. Quand je les vois, je suis ému, quoi. Il y a un écho. Il y a un écho par rapport à... J'ai envie de leur dire, mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de vos enfants. Ouais. Quand je vois les parents de Kenji arriver le premier jour. Kenji qui a gagné The Voice l'année dernière. Absolument, ils vivent dans la caravane, tous ensemble. Il est élagueur, lui, ça, je me souviens de ça. Il monte sur des arbres avec son père. Et il arrive, il est comme ça. Alors, il a mis son petit truc sur Internet, ça a commencé à marcher. Et je vois toute l'envie des parents et en même temps la crainte. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est le gars qu'on voit à la télé. Et puis je vois dans leurs yeux une gêne. J'essaie de les rassurer, vous inquiétez pas. Puis je vois aussi toutes les petites stagiaires, les stagiaires qui regardent Kenji parce qu'il est comme ça, ils se disent il a dû faire de la salle. Non, ils ne savent pas que lui, il travaille dans les arbres depuis l'âge de 10 ans avec son père. Ça me touche, ça me parle. Et je leur dis ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, ils nous ont fait confiance. Le petit, il vend beaucoup d'albums, mais peut-être qu'un jour, il n'en vendra plus. Comme d'autres étaient très bons, ils n'en ont pas vendu alors qu'ils ont fait The Voice ou d'autres émissions. C'est la vie, c'est pas grave dans l'absolu. Mais on parle la même langue. Si un jour, on vous ôte la télévision, on vous impose une année sabbatique, vous en faites quoi? J'en sais rien, j'espère la prendre avant qu'on me l'impose. D'accord, et il se passe quoi dans cette année sabbatique de Nikos Aliagas, alors? Passer le plus de temps possible avec mes êtres chers, avec mon enfant, avec ma fille. C'est une année de voyage ou c'est une année plutôt statique? Ma femme voudrait certainement voyager. Moi, j'ai tellement voyagé dans ma vie que je deviens de plus en plus casanier. Juste fatigué. Pourtant, je vais te faire un aller-retour à Athènes, mais ça, c'est rien. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Donc, moi, je préférais me poser, faire de la photo, faire de la musique et surtout, le temps que nous perdons avec nos enfants, le temps que nous ne passons pas avec eux, c'est du temps qu'on ne pourra jamais rattraper. Ah bah oui. Jamais. Je ne pourrais pas rattraper le week-end où je ne l'ai pas vu maintenant parce que je travaillais. Et peut-être qu'il y a eu un changement important pour elle. Et je n'étais peut-être pas là pour le ressentir. Ce temps-là, même si j'en parle, parfois je passe à côté. Donc voilà, être avec elle, être dans le dialogue, être dans l'écoute, de prendre aussi mes vents. Quand je lui dis je t'aime et qu'elle me dit pas moi et qu'elle m'ignore, voilà, des choses comme ça. Ah, c'est les enfants, ça. Terrible. Do you love your daddy? No. C'est vrai qu'on a une petite Agathe qui parle 3 langues. Oui, enfin, elle est baragouine pour l'instant. Vous vous intéressez à la photo, vous vous intéressez à beaucoup de choses. Forcément, quand on est journaliste, on est très ouvert. Et on vous propose aujourd'hui de rencontrer Françoise Bissara-Frérot, qui nous rejoint en plateau, dont on voit les sculptures depuis tout à l'heure, qui a des origines grecques. Elle aussi, mais alors pas que. Il y a de l'Égypte, il y a de la Syrie. Voilà, Françoise va s'installer. Une cosmopolite. Oui. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Avant qu'on parle de votre métier, de votre passion et de votre art, j'aimerais avoir un premier retour sur ce que vous avez entendu dans cette première partie d'émission. Est-ce que, dans ce qu'a pu dire Nikos, il y a des choses qui vous ont particulièrement touché, qui ont fait écho et oui, en vous? Justement, votre simplicité, voilà. Une grande aisance de parler. C'est vrai que je suis tellement dans le silence dans mon travail que je me dis, je ne vais pas arriver à parler, voilà. Je vais me taire et vous allez au contraire parler. Non. Mais on dit beaucoup de choses en silence. Les hésicastes grecs, voilà. Et autres, et non grecs, mais tous les moines, oui, voilà, les hésicastes
communique beaucoup. Oui. Ça vous a beaucoup touché, hein, Françoise, parce qu'elle a lu votre livre, la partie sur le silence notamment, et le silence entre amis, ça vous a complètement... Oui, mais parce que tout est là. Oui, il y a des choses, des phrases qui m'ont beaucoup touchée, qui sont très fortes. L'amitié qui est très importante, dans ma vie en tout cas, dans la vôtre aussi, j'ai bien compris. Et l'idée de silence, quand un ami vous blesse, ne rien dire, ni à lui, ni aux autres. Non. Taire cela parce que c'est très important de respecter l'autre dans sa trajectoire humaine. Oui, voilà. puis le silence ne détruit pas, il peut réparer avec le temps. Voilà, c'est ça. Un mot peut tout pulvériser, un mot de trop ça, parfois. voilà. Terrible. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Merci infiniment, merci. Alors, vous allez comprendre, quand elle parle de silence, on a été tourné, Emmanuel Kéry a été tourné dans votre atelier. Ça se passe en silence, on n'entend que le bruit finalement du matériau ou de la perceuse ou du sèche-cheveux, que sais-je. Je vais vous laisser les... La perceuse, c'est vous, d'accord. Je vais vous laisser les commenter, ces images. On va voir ce que c'est qu'un atelier d'une créatrice. Moi, j'avoue que ça me fascine toujours, vu que je ne sais absolument rien faire de mes 10 doigts. Et voilà, l'atelier d'une sculptrice, de Françoise Bissara-Frérot, eh bien, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu, là, Françoise? Est-ce qu'on vous voit en train de travailler quoi, exactement? Je travaille à la cire perdue. Donc, la matière a beaucoup d'importance pour moi. La matière a beaucoup d'importance. Et c'est pour ça, il y a un moment donné où je ne pense plus, d'ailleurs. Ça veut dire que vous vous laissez complètement embarquer par la matière? Je pars d'une idée, parfois, je sais, mais justement, j'oublie le savoir. Et ma main, en fait, traverse des silences, des failles, c'est elle qui voyage. Et je travaille beaucoup avec des empreintes aussi. En amont, je grave des bois, et donc je rentre dans un silence. Attendez, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, vous êtes en train de travailler, vous travaillez sur une Vierge Marie, c'est ça? Pour les Alors de là, Créteil, je fais une grande sculpture, c'est une commande. C'est une commande, donc voilà, vous avez dû proposer un projet. Donc vous ne pouvez pas rendre à la fin une divagation du projet initial. Si, c'est vrai qu'il y a une construction en amont, sinon ça ne va pas tenir, surtout elle a 1,80 m. Mais dessus, je vais travailler à la cire perdue, et c'est vrai que je laisse, à un moment, j'oublie, et la sculpture va me rendre une forme, va jaillir. Je laisse jaillir une forme qui, elle, me parle. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que du coup, cette Vierge ressemble à aucune autre Vierge. Elle est sortie du fond de vos entrailles. C'est un enfantement, hein? C'est un enfantement, et aussi de quelque chose du fond du monde. C'est comme si on allait chercher des formes qui ont été oubliées. On les tire du monde, et puis il y a un moment donné où on les rend au monde. Voilà. Ça vous parle, cette forme de création, Nikos? Beaucoup, ça me parle. Alors, vous en parlez comme on est presque dans une philosophie platonicienne. Hein, ces êtres qui existent quelque part dans l'univers et dans le cosmos, et qui, lorsqu'on parle de maïeutique, ils arrivent à la vie, ils reprennent forme. Et ils se recherchent, ils se cherchent, hein, parce que souvent ils sont séparés. Oui, c'est ça. Ça me parle beaucoup, mais vous arrivez à rendre visible l'invisible. En fait, votre invisible. C'est ce que j'espère. C'est ce qui me touche. J'ai vu certaines de vos sculptures, et ce qui me fascine aussi, c'est dans ce silence le cri de ces sculptures, le mouvement de ces sculptures. Il est incroyable parce qu'il parle du cri sans absolument savoir que c'est bien celle-là, hein, François. Non, ça c'est au bord du mystère. C'est parce que vous avez une sculpture qui s'appelle le cri aussi. Oui, le cri de l'homme. Mais en fait, on se balade au bord d'un abîme quand on est dans cette trajectoire de silence. En fait, il s'agit d'un voyage intérieur. Est-ce que, pardonnez-moi de... Allez-y, prenez l'émission en Manicos, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de douleur aussi. La mise au monde c'est terrible. Rien que vos mains, très difficile. La douleur physique et la douleur aussi intellectuelle, de trouver la justesse de votre démarche, etc. C'est travailler 24 heures sur 24, c'est beaucoup lire, c'est être dans le savoir, oublier le savoir, être dans la matière, et la technique aussi compte. Je peux regarder vos mains? J'ai des grosses mains. Je peux? Je veux pas lire c'est fini, j'ai fait une... J'admire les mains.
Et je photographie les mains parce que je considère que quelqu'un qui donne vie avec les mains, mon père m'a fait vivre grâce à ses mains en tant que tailleur, ça n'a pas de prix ce que vous faites, ça ne s'achète pas. Mais je sais, on a eu beaucoup d'ennuis dans notre vie, enfin avec mon mari, mais je disais j'ai mes mains. Voilà. J'ai mes mains et c'est vrai que en moi-même, je le dis, mes racines sont le Christ. Le Christ. Voilà. Donc les mains. Je me suis enracinée en Christ intérieurement, parce que j'ai beaucoup souffert aussi dans cet exil. Tous ces chemins que j'avais dans mon sang, ces chemins. Elle est née au Caire, hein, juste pour préciser aussi. Il y a les exils intérieurs, mais il y a les exils aussi physiques. Hein, vous êtes ces chemins de ma famille qui venait de loin, de je ne sais où, tout ça. Et c'est vrai que quand on est venu en France, j'ai bien aimé quand vous parlez du mot, parce que mon père récitait les vers de Victor Hugo, il citait les poèmes de Nerval et j'étais éduquée. Maman parlait grec, mais trop vite. Du coup, je n'ai pas appris le grec. Elle parlait arabe, on parlait anglais. Le pouvoir des mots, mais vous êtes des cosmopolites. Complètement. Hein, c'est ça. Et donc, ces mots m'ont marquée. Mais ça fait partie de mon sang, du voyage qui est là. Et j'ai souffert, c'est vrai, en arrivant en France. Je ne trouvais plus... je n'avais pas de racines et j'ai eu une rencontre en Christ, voilà. Et vos racines sont là maintenant. Elles prennent racine. Il y a une construction parallèle entre votre vie spirituelle et votre foi qui s'est vraiment ancrée, comme vous dites, enracinée en Christ. Absolument. Et votre vie d'artiste. Enfin, tout ça s'est élevé en même temps et c'est construit conjointement. C'est construit, c'est le Christ qui m'a construit. J'ai bien aimé quand vous parlez de sagesse d'abord et j'ai bien aimé de vous parler de mesure dans le livre. Le Christ m'a appris une rigueur, c'est-à-dire intérieure. Pas une austérité, hein, c'est pas ça que vous voulez dire. Non, c'est pas plutôt ça. Un chemin. Construction, oui. C'est un chemin, mais difficile. Hein. Il fait un pas devant l'autre et surtout pas de faux pas, parce que sinon on tombe dans l'abîme. Mais il vous aime quand même. Mais il m'aime, voilà. Même quand il y a un faux pas. Alors justement, on retrouve vos œuvres. Là, on a vu une Vierge qui allait rejoindre bientôt l'église de Créteil. On va juste regarder quelques images rapidement. C'est Marie de l'Apocalypse. Marie de l'Apocalypse. On va regarder des images au fronton d'une église. Le nom du village m'échappe. C'est à la Selle Saint-Cloud. À la Selle Saint-Cloud, merci. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Voilà, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, où l'idée, c'est la rencontre, en fait. C'est pas une idée, c'est ce que j'ai vécu. Qui sous-tend toute votre œuvre. Hein. Et quand ils m'ont demandé une sculpture, j'ai proposé cela. C'est incroyable. Quand vous parlez du Kairos, des signes. Dans ma vie, à partir de cette rencontre, c'était tout le temps le Kairos. C'était l'instant, mais l'instant essentiel. Que vous reconnaissiez. Je savais que c'était juste. Voilà. Et je parle du Kairos dans une de mes expositions à Avallon. Je dis, voilà, c'est l'instant essentiel que je reconnais, que je sais que c'est juste. Par exemple, je ne vous connaissais pas bien, mais le fait que vous soyez grec, orthodoxe, j'ai dit c'est lui, c'est ça. C'est drôle. C'est avec lui que je veux faire l'émission. Je suis honoré d'être ici. Le Kairos, c'est aussi l'acceptation qu'on finit quelque chose. Une œuvre finie, à quel moment vous savez que c'est maintenant ? Parlez-nous de celle qui est à côté de vous, voilà, en répondant à la question de Nikos, Françoise. Quand l'œuvre est finie, je sens, quand elle ne m'appartient plus, donc j'ai dit à un certain moment, elle m'échappe, et elle vit sa vie, voilà, et puis, elle n'est plus ce que j'avais pensé. Et c'est l'œuvre elle-même qui m'apprend quelque chose. Et à ce moment-là, je sais que c'est juste, que je peux m'arrêter parce que c'est plus moi, c'est plus ma... votre rôle s'arrête à ce moment-là. Terminé, elle peut parler même à d'autres. Vous étiez l'intermédiaire, maintenant elle fait son chemin. Elle fait son chemin et d'ailleurs ce sont que des œuvres uniques qui me quittent et je me retrouve à chaque fois à écrire. Mais c'est bien comme ça. Ça me fascine. Vous pouvez nous parler de la sculpture qui est à côté de vous, qui est une sculpture à double face, hein, on peut la retourner si on veut. En quelques secondes, nous expliquer quelle était l'intention de cette œuvre. J'ai beaucoup travaillé sur les passages et les portes. Et donc, celle-là est petite, mais il y a des très grandes portes, la porte du silence, la porte de feu. Là, c'est braise sur les lèvres. Il se trouve que je suis tombée sur un passage d'Isaïe
souvent, je lis aussi les livres sacrés ou des poèmes, mais dans le silence, tout se récapitule. Et c'est pas que j'oublie, mais je le vis. Voilà, c'est du vivant. Et ces braises sur les lèvres, ça m'a semblé très juste. J'ai voulu le rendre en sculpture. Alors, on peut la retourner aussi pour montrer l'autre côté recto ce et que je verso. veux dire, c'est que mon travail est un tissage de mots aussi. Là, c'est un mot hébreu qui signifie la lumière. Et après, j'oublie aussi ce que j'ai voulu dire. Et donc, il y a toujours des ouvertures assez étroites. Et en fait, ce sont des portes matrices. D'accord. C'est sur la porte que je trouve, en tout cas moi-même, que je grandis et que je trouve que je suis transformée. Parce que l'amour, cet amour-là, cet amour du Christ nous oblige à nous transformer en réalité, pour ouvrir notre cœur et pour aller vers l'autre. Il n'y a pas autre chose. Et donc là, c'est le nom du Christ, beaucoup. Ich vous avez... Il arrive à lire. C'est en grec? Oui. C'est en grec, Nikos, oui? Oui. D'accord. N'est-ce bah, alors tout ça, c'est les Jota, y, ichthys, qui signifie le poisson en grec ancien. Oui, c'est ça. Iisus Christos, Theos, Iou, Sotiros. C'est ça. Donc je l'ai gravé. C'est magnifique. Et donc ça ressort j'appelle ça la chair des sculptures. C'est magnifique. Vous avez dit un mot qui est important, qui est le mot lumière, parce qu'il y a une véritable quête de la lumière, souvent chez les artistes, mais alors chez les photographes aussi. Nikos, son grand truc, c'est la photographie, qu'on photographie des mains ou des visages ou des paysages. Vous photographier un jour d'ailleurs. Ah, bon, bah rendez-vous est pris. Et vos mains, photographiez vos mains lorsque vous travaillez. Mais il y a aussi une quête de la lumière chez le photographe. Je ne parle pas des sunlights, des projecteurs, de l'animateur télé, je parle vraiment du photographe. C'est l'écriture. C'est l'écriture, la lumière écrit. Hein, d'ailleurs, photo. C'est beau ce que vous dites. C'est juste l'explication étymologique de photographie. Phos, lumière, grapho, écriture. Et en fait, c'est une quête paradoxale, parce que j'adore prendre des photos sans lumière factice. Alors que je passe plus de temps dans ma vie devant des lumières telles que... C'est peut-être pas un hasard si vous aimez la lumière naturelle. Et photographier même des gens connus, parfois, mais sans le masque. Ouais. Et oui, c'est ça. Et on les voit mieux. Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très étonnant. Françoise fait des vitraux aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les vitraux, c'est que quand on est à l'extérieur d'une église, en général, les vitraux, on va plutôt les voir dans des églises, un vitrail, il peut paraître sale, pas intéressant, alors que quand on est à l'intérieur de l'église, il y a toute la lumière qui renvoie la beauté des couleurs. Et c'est un peu une allégorie de l'église, ça. De l'extérieur, les gens n'aiment pas trop, ils trouvent ça poussiéreux, sale, pas intéressant, terne et tout ce qu'on veut. Et quand on est à l'intérieur, on voit toute la richesse de l'église. Voyons, on voit quelques-uns de vos vitraux d'ailleurs. François, c'est intéressant le vitrail quand même pour la quête de la lumière. Je cherchais la lumière et je n'ai pas voulu faire des vitraux. Il se trouve qu'on m'a commandé des vitraux parce que mes commanditaires savaient que je cherchais la lumière. Et ils m'ont offert l'opportunité de réaliser des cartons de vitraux. Alors là, il s'agit d'une abbatiale à Font-Morigny. Et les cisterciens n'acceptaient pas l'image. C'est pour ça qu'ils sont abstraits. Là, ce sont des sculptures en verre. C'est abstrait, d'accord. C'est la... C'est un peu comme cette œuvre qui est en plateau. Bon, on ne peut pas faire ressortir la transparence avec notre système de lumière, mais c'est malgré tout, je vais vous laisser nous l'expliquer, ce sera mieux fait qu'avec moi, mais c'est malgré tout cette recherche-là aussi. C'est la recherche de... Là, il s'agit des 7 dernières paroles du Christ, c'est la 7e parole. Lorsque le Christ dit « Mon Père, je remets entre vos mains mon esprit ». Et je trouve ça magnifique parce que c'est le moment où c'est l'expire et l'inspire en même temps. Il y a une paix et puis, c'est quand même inouï, j'y pense toujours, cet événement du Christ qui a ouvert le monde. Hein. Il nous a tout Et c'est ma transmission, je voudrais le dire en brûlant, parce que c'est extraordinaire. Il est venu nous apprendre une humanité, il dit tout. Hein. Oui, et puis moi, ce qui me fascine, puisqu'on parle du Christ dans ma foi, dans notre foi, c'est l'acceptation de sa solitude, l'acceptation de son destin. Il le sait. Surtout qu'au moment où est diffusée cette émission, on est juste avant le temps du carême, et s'il y a bien un temps de solitude, ce sont bien ces 40 jours au désert. Ça vous touche particulièrement, cette période de désert, il n'y a pas d'autre mot?
beaucoup d'être face à tes doutes, face à tes démons aussi. Il rencontre des démons dans le désert, le Christ. Oui, c'est ça. Mais surtout, c'est quand il est en prière sur le mont des Oliviers, il sait ce qui va se passer. Il sent, il ressent, peu importe. Même quand on n'est pas croyant, Bien sûr. On sait très bien qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose et il dit « est-ce que tu peux ?» Mais finalement, il y va. Il aurait pu choisir un autre chemin. On est dans cette réflexion, c'est ce que te donne... Il te donne le choix, le Christ. C'est à toi de choisir. Oui, bien sûr. C'est toi qui décides de ta vie. Il aurait pu dire « écoutez, c'était très bien jusque-là, je veux rentrer. » Puis finalement, non. C'est un amour. En fait, c'est un amour jusqu'au bout. Il a tout donné. Mais aussi, il nous a montré que l'humanité, le monde humain a crucifié quand même l'amour. Oui, mais il pardonne. Parce que c'est ça l'histoire. Ils demandent le pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, mais il est très doux, en fait. Il est très à peine. Parce que vous, Françoise, vous arrivez à ramener complètement ça dans votre œuvre. Ça irrigue totalement votre œuvre. Est-ce que vous, quand vous travaillez, Nikos, sur TF1 ou ailleurs, que sais-je, vous arrivez à ramener un petit peu de cette partie-là chez vous. J'imagine bien que vous ne parlez pas du Christ frontalement au candidat de The Voice. Non, parce que ça serait du prosélytisme. Oui, non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à transparaître malgré tout, ou c'est juste... Ce serait à vous de me le dire. Voilà. Je vais vous observer ces prochaines semaines, cher ami. C'est très compliqué de dire j'essaie d'être dans la bonté, tout de suite ça va faire rue de bénitier, et que je ne suis pas, de toute façon. Mais, vous savez... Parfois, c'est une fois et ça dure une demi-seconde. Et ça suffit. Et ça a été coupé au montage. Non, non. Ce n'est pas nécessairement devant la caméra. Ça peut être derrière, ça peut être autre chose. C'est ça. C'est tout ce qu'on ne va pas voir, finalement. Et puis, ça peut être une décision un jour où tu as été, je dirais pas plus chrétien, ça ne se dose pas, ça ne se quantifie pas. C'est juste une histoire de connexion, de vérité. Il n'y a que la vérité qui nous sauvera. Juste, petite question à Nikos. Quand on a vu gagner Sœur Christina à The Voice Italie... J'ai adoré. Nous, on l'a eu dans... Je pleurais, je t'ai ému. C'est vrai. Nous, on l'a eu dans VIP il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est un sacré phénomène. Je l'ai reçu aussi. Et moi, j'avoue, les émissions sont déjà enregistrées, donc vous savez, mais j'attends, je me dis, mais est-ce qu'en France, on serait capable d'envoyer une religieuse, un religieux sur un plateau comme The Voice, et qu'on serait capable en France... Non, mais je suis preneur, après ça va faire copier. Oui, non, mais en Italie, il y a quand même malgré tout un esprit... Ouais, mais il y a le Vatican. Il y a le Vatican, voilà. Oui, je me dis, est-ce qu'en France, ça aurait été possible? Et j'ai tendance à penser que non, moi, très honnêtement. Il faut voir, je ne suis pas sûr. C'est une histoire de rendez-vous et de connexion. Tout dépend pardonnez-moi l'expression, du client. Tout dépend de la personnalité du personnage. Sœur Christina, elle parle de tout. En même temps, je l'ai eue sur mon plateau, comme vous. Elle est venue, elle est allée chez Ruquier. À un moment, elle a été vexée parce qu'on disait des gros mots devant elle, parce qu'elle n'est pas dupe, elle vient de la vraie vie. J'ai des amis en Grèce, mes copines, enfin des copines, des vraies copines amicales, sont des nonnes orthodoxes. Et un jour, je les ai invitées par Internet, on s'était rencontrés, elles voulaient m'interviewer pour le journal du monastère. Et il y a une quinzaine d'années, je les ai rencontrées à Paris. Et donc finalement, elles sont venues à 10 à Paris. Je les ai emmenées dans un café. Et puis on me voyait me balader dans la rue avec des bonnes sœurs à Paris. Et les gens étaient presque choqués de me voir avec des nonnes dans la rue. Le mec de la télé. Ouais. Ça les gênait. Il y a comme un décalage qu'on ne comprend pas. C'est pas raccord avec l'image. Oui, mais ça aurait pu être aussi une femme voilée ou autre chose. Elles avaient leur code. Et encore, celles-ci, elles se donnent à Dieu. Elles ne vivent que pour Dieu. Mais moi, je me sens bien avec elles. Je me sens en sécurité avec elles. Vous avez fait des retraites, vous, sur le mont Athos? Ça m'arrive. Le mont Athos, pardon, excusez-moi. Ça m'arrive, moins maintenant, mais ça m'arrive, oui, bien sûr. Ça, c'est un fantasme de femme, de faire une retraite sur le mont Athos, comme c'est réservé aux hommes. Non, on ne peut pas y aller. On peut pas y aller. Non, c'est le avaton, comme on dit en grec ancien, tu ne peux pas y aller. Mais c'était un besoin. Moi, j'ai été élevé par les prêtres orthodoxes de 11 ans à 18 ans à Châtenay-Malabry. Ils m'ont appris le grec moderne, le grec ancien. Et c'est des codes qui me rappellent un peu l'insouciance de l'enfance. Aussi. On n'a pas parlé de la sculpture du milieu, c'est celle qui s'appelle le cri, c'est celle-là? Parce qu'une sculpture, c'est fait de souffle aussi, finalement. C'est-à-dire... un creuset pour le souffle. Il descend, c'est aussi... je ne pense pas que le christianisme c'est pas la sentimentalité qui compte, c'est la transformation.
C'est pas les bons sentiments. Hein. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ni de prier tout le temps. C'est l'acceptation. C'est accepter... Et transfigurer, c'est ça, la transfiguration. La transfiguration, voilà, c'est ça. Voilà. Puis c'est intéressant, votre cercle. Pardon? L'unité du cercle. L'unité du cercle, aussi la folie, le cercle, c'est une prison aussi, le cercle. Parce qu'on peut aller dans les deux sens. Quand on approche du feu, et folie, on peut être brûlé aussi. Il y a plus on approche du feu, plus soit on va ressortir de là transformé. Et là, je ne sais pas d'avance ce qui va se passer, mais j'avais fait cette petite sculpture-là, j'ai toujours dans l'atelier, et je l'ai mise là. Et c'est comme un ange ou l'esprit, si vous voulez, qui m'a dit « mais arrête de crier ». Et donc il y a toujours, on oublie l'esprit. Enfin là, j'oublie de moins en moins, parce que... Et là, il me disait « mais arrête ». Un homme, une femme? Aussi, peut-être, oui. C'est l'âme. En fait, je ne fais jamais un homme ou une femme, c'est l'âme. C'est toujours l'âme. D'ailleurs, mon travail s'adresse à une autre âme. Vous avez un nez grec, je vous regarde. Vous avez un vrai nez ptoléméen. Ah, vous trouvez Alors, tout le travail de François s'appelle Odysseus, qui veut dire c'est l'Odyssée. Le retour. Oui, mais c'est oui, ça. par extension, c'est le retour. Mais c'est un mot qui vous parle, parce qu'on est aussi beaucoup sur les mots. On a parlé de Kairos tout à l'heure, il y en a peut-être d'autres qui surgiront, mais est-ce que ce mot-là, Odysseus, ça vous parle particulièrement, Nikos? Ça me parle particulièrement parce qu'il est en quête Ulysse. Odysseus, c'est Ulysse. C'est celui qui est en quête, c'est la quête du retour en permanence. Il va mettre 20 ans pour revenir chez lui, et quand bien même il arrive chez lui, il doit tous les tuer pour être accepté. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Il doit, pour être accepté dans son propre royaume qu'il a quitté pour aller combattre au nom de la justice des Grecs de l'époque, il doit tuer les prétendants de sa femme qui ne veulent pas le reconnaître, qui n'en veulent plus. C'est le fameux nul n'est prophète en son pays, non? Il y a quelque chose qui est un peu tiré de là. Où nul ne retrouve sa place quand il est parti, parce qu'aucune place ne t'appartient. C'est-à-dire, oui, pour moi, c'est le retour, dans le sens, le retour à quelque chose de très profond dans l'humain, et on ne sait pas où ça va nous mener, justement. Le retour à l'essentiel. À l'essentiel, voilà, c'est ça. Le retour à l'essence même des choses. C'est pour ça que vous retournez si souvent en Grèce, Nikos, c'est pour ne pas perdre une certaine place, un certain espace là-bas de vie. La lumière. Et la lumière. Je ne connais pas la Grèce, mais tout le monde parle de la lumière grecque. La lumière, quand le jour se lève, 5 heures ce matin, j'étais en direct, à l'heure où nous faisons cette émission à la radio, j'étais en direct et je regardais la ligne de l'horizon au-dessus de l'Hymette qui passait de noir à bleu, à orange, à rose et à blanche. Ça a duré quelques minutes et j'étais connecté à ce moment-là, tout en étant dans... Bonjour, oui, nous sommes en direct d'Athènes, on va parler politique. Et en même temps, il y avait une partie de mon inconscient qui était connectée à ce mystère de la vie qui était tellement puissant. On était minable devant ce qui se passait. Et même des élections grecques qui étaient très attendues et très importantes, d'un seul coup, restaient toutes petites par rapport à ce spectacle. Mais tous nos bobos, tous nos rêves, nos vanités, nos guerres, nos maladies, tout ce que vous voulez sont déjà de la poussière, puisque de toute manière tout sera remplacé. C'est une façon de résister contre la poussière, de le mélanger au feu et à l'eau. C'est moins éphémère que la télé, on va dire. C'est la vie. C'est vrai. En fait, c'est l'essence de la vie. Voilà. Mais je ne suis pas un artiste. Qu'est-ce qu'il y a de grec en vous, Françoise? Oui, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a de grec en vous, à part le nez? Je ne sais pas. Votre profil grec. Peut-être, mais j'ai un côté oriental, je pense. Le côté mystique. Ça, c'est ce qui nous rejoint. Ce qui vous relie tous les deux? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, grec, maman était merveilleuse. Le côté aussi, j'aime la vie quand même, j'ai une certaine joie. Et l'Orient, mais chez moi, l'Orient et l'Occident, c'est très récent, se sont rejoints. Voilà. La France m'a éduquée, m'a appris beaucoup,
Et la foi et la raison sont indissociables. Sinon, on est pris pour un fou, un mystique, ça ne va pas. Il faut vraiment réfléchir aussi. Il y a des parcours quand même très parallèles, hein. Enfin, chacun avec votre art, chacun avec votre âge, chacun avec votre parcours. En lisant, la France nous a construit complètement. Et notre ADN invisible nous a montré le chemin. Le chemin. Les ancêtres. Mes chers amis grecs, il nous reste 1 minute 30 d'émission. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Je découvre ça à l'instant en me disant « Oups !» C'est bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. François, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette émission? Qu'est-ce que vous allez en retenir, vous, quand plusieurs jours seront passés et que tout ça se sera redéposé? Même question, Nikos, juste après. Hein. C'est une très bonne question, difficile d'ailleurs. D'abord, ce que vous disiez dans votre livre, vous parliez d'Athéna. La sagesse. J'aime beaucoup, c'est la sagesse. Sa petite fille s'appelle Athénaïs. Oui, ma petite fille s'appelle. Magnifique. Oui. Athénaïda. Alors, et j'ai bien aimé quand vous... Et je ne sais pas si c'est... Oui, c'est la gardienne aussi de l'harmonie. La balance. De la beauté. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que les temps ont passé. Et au Moyen-Âge, Marie a remplacé dans notre culture occidentale Athéna. Mais j'aime aussi Marie parce qu'elle a la patience et la sagesse. Et au même temps, avec Marie est entrée l'idée de mouvement. Elle met au monde l'esprit. Et je trouve ça très important, ce mouvement qu'on a tous à faire d'ailleurs. C'est pas là où on est. Et ça, c'est tout un travail intérieur, voilà. Qu'on peut retrouver donc dans votre exposition. L'exposition est toujours Vous en parlez bien. À Avallon? J'ai une exposition, non fini, celle-là. à Chartres pour l'instant. Ce sont les peintres français au Centre international du vitrail à Chartres. Les peintres, on est une vingtaine d'artistes qui ont travaillé sur le vitrail en France ces 5 dernières années. Et puis je signale évidemment ce livre catalogue qui s'appelle « À la rencontre » et qui retrace... On retrouve beaucoup ce que vous avez dit, mais ça approfondit évidemment encore beaucoup plus en termes de travail et de pensée. Je vais avoir une grande exposition en mai à Paris, tout le mois de mai, juin et septembre, rue Racine, dans une galerie qui s'appelle Jardin en Art. Et ben voilà. Je serai là. Nikos est invité. Oh, c'est adorable. Je serai là parce que je voudrais vous photographier. Merci. Photographier vos mains en train de travailler et même pendant l'exposition et faire connaître votre travail. Merci. Je vais vous récupérer le livre de Nikos. Voilà. Et moi, je vous conseille, ce n'est absolument pas le énième livre d'un animateur télé, ce n'est pas sa biographie romancée et comment il est formidable et beau. C'est pas du tout ça. Non, mais je vous jure, c'est pour ça que ça m'a intéressée. Franchement, Nikos Aliagas, ce que j'aimerais te dire, sous-entendu à toi, ma fille Agathe, que j'aime et que j'adore, préface de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, c'est chez Nil. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Non seulement d'être venu dans des conditions un petit peu rocambolesques, mais d'avoir vraiment proposer quelque chose de différent. Et je suis très, très émue de vous découvrir aussi profond. Ça me touche. Merci de m'avoir honoré. Je pense que vous m'avez demandé tout à l'heure ce que je voudrais retenir de cette émission. Ouais. C'est qu'on puisse la regarder dans quelques temps ou la découvrir dans une rediffusion ou plus tard, dans quelques années, et d'être toujours fier de ce qu'on a pu dire à ce moment-là. Voilà. Ben moi, ça me va. Ça vous va? Ah oui, ça me va très bien. J'ai eu des invités super, profonds, intéressants. Non, mais c'est bien. Et maintenant, j'envoie la pub, le gars qui n'a pas compris. Vous voyez, c'est vraiment le Kairos. J'ai dit, parce qu'on m'a cité plein de chanteurs, j'ai dit avec qui? Et j'ai dit, je chante aussi. Ah, pardon. Je suis désolée, mes petits amis, vous allez vous rencontrer, devenir des grands amis après, mais là, il faut vraiment que j'arrête l'émission. Je croyais que c'était arrêté. Non, c'est pas fini. Non, tout commence maintenant. On se dit au revoir. Tout commence maintenant. Coupez, parce que là, j'ai dit... Allez, on vous embrasse. Au revoir, à très bientôt.